Après une première saison exceptionnelle, les critiques de la saison 2 ont été plutôt mitigées de la part du public, et cela vaut la peine de décomposer les avantages et les inconvénients de la saison. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. La fin de la saison 2 de House of the Dragon voit une autre confrontation verbale entre les amis d'enfance Rhaenyra Targaryen et Alicent Hightower avant de passer à un montage final d'armées et de bateaux mobilisés. Bien que le montage fasse sans aucun doute battre le cœur, ce n'était pas la conclusion pleine d'action que de nombreux téléspectateurs espéraient. Et l'épisode s'est ensuite soldé par l'un des scores les plus bas de la série. Il y a beaucoup à analyser ici concernant ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. L'idée selon laquelle rien ne s'est passé dans la saison 2 est absurde. Il y a un changement notable à Westeros du début à la fin de la saison. Rhaenyra ayant rassemblé des armées massives et plusieurs dragonniers, tandis qu'Aegon est contraint de fuir la capitale et qu'Aemon perd son emprise. La série ne serait pas agréable si elle sautait simplement de bataille en bataille sans aucun récit de personnage entre les deux, car c'est la dynamique interpersonnelle qui rend les grandes batailles comme le repos des Freux ou l'Anera dans Game of Thrones si engageantes. En parlant de Game of Thrones, les meilleures saisons de la série sont largement considérées comme les toutes premières, où l'action était vraiment minime et le récit axé sur la politique et la dynamique des personnages. House of the Dragon prépare soigneusement les graines de divers conflits comme le gosier, le bal du boucher et plus encore, afin qu'ils se sentent finalement plus gratifiants. À l'opposé, les saisons 7 et 8 de Game of Thrones sont passées de conflit en conflit dans pratiquement chaque épisode et ont donné lieu à des plaintes logistiques constantes et à des actions presque dénuées de sens. Ce n'est pas ce que devrait être House of the Dragon. Bien que la plainte concernant le manque d'action soit légèrement erronée, les plaintes concernant la saison en général ne sont pas sans fondement. La série télévisée devait se concentrer sur la politique et la dynamique des personnages, mais ces scènes ne sont tout simplement pas aussi convaincantes qu'elles l'étaient dans Game of Thrones. L'émission s'appuyait sur des dynamiques originales et non littéraires pour prolonger son temps, et beaucoup semblaient inintéressantes et répétitives. Par exemple, Lord Corlys rencontre Aline de Karen au même endroit et a un variant de la même conversation dans presque tous les épisodes. Ce sont deux personnages intéressants, mais leurs scènes ont commencé à manquer d'engagement avec le temps. Un autre exemple est Rhaenyra et Mysaria. Leur scène dans le final était l'exemple parfait de ce qui donne l'impression d'être une répétition de tout leur matériel précédent. En les comparant aux partenaires de scène courants de Game of Thrones comme Tyrion et Varys ou Cersei et Marguerite, il y a une absence notable de cette touche incommensurable et captivante qui rendait les scènes de dialogue prolongées dans la série originale de HBO si intéressantes. Bien que ces dynamiques ne soient pas tout à fait là où elles devraient être pour une télévision engageante, les personnages sont un pas en avant par rapport à Fire and Blood. Il est essentiel de se rappeler la nature du texte source. Ce n'est pas un roman, c'est un récit historique fictif. Beaucoup de ces personnages n'ont pas de personnalité explorée ou de conflit interne. Tout est principalement impliqué par leur action et, dans de nombreux cas, il y a des personnages occupant des positions politiques importantes qui n'ont pas beaucoup d'actions notables. Le principal exemple serait le roi Viserys, qui, joué par Paddy Considine dans la saison 1, a été félicité par George W.R. Martin pour être une meilleure version que son personnage de livre. Dans la saison 2, House of the Dragon a présenté des personnages comme Hugh et Adam qui sont bien plus fascinants et complexes que le texte ne le laisse croire. De même, la série continue d'explorer la psychologie des personnages de la saison 1 comme Alicent, Jacaerys et Criston Cole qui sont tous plus intéressants que leurs homologues des livres. Sans que ce soit la faute de la série télévisée, la saison 2 a souffert du fait que certains de ses meilleurs personnages étaient trop dispersés. Après le début de la danse des dragons dans le livre, les personnages commencent rapidement à se déplacer sur la carte pour accomplir leur objectif de guerre. Cela a du sens stratégiquement, mais cela ne constitue pas nécessairement une excellente télévision. Compte tenu de certaines des dynamiques de personnages les plus efficaces de la saison 1, il y en a une poignée qui ont capturé l'éclat de Game of Thrones et la saison 2 manquait un peu de tout. Daemon, Alicent et Rhaenyra se sont avérés être parmi les personnages les plus engageants du casting. La dynamique de la saison 1 de Daemon avec Viserys et Otto a toujours été exceptionnelle, tout comme les scènes de Rhaenyra et Alicent ensemble. Aegon est un personnage qui est apparu comme ayant une présence sur scène incroyablement agréable, et la série a souffert sans son humour et son arrogance après qu'il ait été blessé au siège. Quelque chose qui vient de Game of Thrones est la qualité de l'action fantastique médiévale dans House of the Dragon. Le siège de repos des Freux a été l'une des meilleures batailles de la franchise Game of Thrones, avec la valeur de production et l'impact narratif qui ont rendu la bataille des bâtards et d'Hurlieu oubliable. Sans oublier que c'était la première fois que le public pouvait vraiment voir des dragons se battre en direct, ce qui constituait un magnifique spectacle visuel.
Si cela ne suffisait pas à lui seul, le public a également eu droit aux graines de dragon, permettant de vivre encore plus de grands moments de dragon. Il ne comprenait pas autant de personnages que la version livre, mais cela n'affaiblissait pas l'intensité entre Hugh, Ulf et les dragons. Alors que tant d'autres émissions fantastiques souffrent de CGI bancal, House of the Dragon est toujours au sommet de sa forme pour donner vie au monde de Martin d'une manière assez crédible. Même lorsque leurs personnages ne sont pas les plus intéressants, le casting est phénoménal et incroyablement amusant à regarder. Matt Smith était sans doute sous-utilisé avec tant de scènes de démons à Harrenhal, mais il reste l'un des talents les plus agréables de la série. Rhys Ifans a eu certaines de ses meilleures scènes de la série dans le rôle d'Otto dans les épisodes précédents, tandis que Fia Shaban et Tom Glynn-Carney ont toujours été remarquables dans le rôle d'Elaena et Aegon. En ce qui concerne les nouveaux venus, Tom Taylor a laissé le public en redemander pour Cregan Stark. Toutes les graines de dragon ont été jouées à merveille, Adam de Karen de Clinton Liberty se démarquant comme particulièrement exceptionnel dans les derniers épisodes. Gail Rankin et Sir Simon Russell, Bill, ont également été formidables, donnant vie à Harrenhal. Le casting de HBO rate rarement la cible, notamment dans l'univers Game of Thrones. Le final de la saison 2 était une télévision exceptionnelle, mais elle n'était pas à la hauteur des autres finales de la franchise Game of Thrones. Il y a une connotation et une attente spécifique qui désigne un final Game of Thrones et cet épisode 8 ne l'a pas rencontré. Dans une interview, Ryan Condal explique qu'une partie du processus de réflexion concernant le nombre d'épisodes raccourcis et il semble que les coûts aient été une raison importante pour repousser certains événements. Ainsi, la bataille du gosier était bien le plan initial pour le point final de la saison 2, qui a été repoussé à la saison 3. S'ils avaient eu les ressources nécessaires pour 2 épisodes supplémentaires, y compris le gosier dans l'épisode 9 ou 10, la saison dans son ensemble aurait pu paraître plus épanouissante et mieux rythmée par rapport aux normes du public. La grève de la WGA en 2023 aurait également pu y contribuer, car il semble que le plan d'écriture ait changé à la dernière minute, selon la productrice exécutive Sarah Hess lors d'une interview. Dans le but de modifier la distance entre les personnages principaux, House of the Dragon a trouvé des moyens de rapprocher les personnages. Les 2 principaux exemples sont les scènes partagées par Rhaenyra et Alicent qui n'apparaissent pas dans les livres. Ce sont des scènes fantastiques avec une écriture et des performances stellaires qui renforcent les thèmes, idées et récits principaux de la série. Cependant, en raison de la nature de la guerre, ça semble vraiment étrange. La scène de l'épisode 3 où Rhaenyra se faufile à Port-Réal est vraiment tirée par les cheveux. C'est le genre de matériel similaire à la scène de Rhaenys dans la saison 1 où un changement de livre est effectué qui soulève tellement de questions sur l'aspect pratique que cela n'en vaut presque pas la peine. Game of Thrones est soumis à un niveau de réalisme plus élevé que les autres séries fantastiques en raison de la subversion selon laquelle les personnages principaux pourraient mourir à tout moment. Par conséquent, placer inutilement les personnages principaux dans des situations périlleuses à des fins dramatiques fera toujours l'objet de critiques supplémentaires. Le terme « mise en place » est devenu un point de frustration autour de la série, surtout après que les derniers instants de la saison 1 ont assuré que Rhaenyra serait de retour pour le sang dans la saison 2. Maintenant, un autre final de saison prépare la guerre à venir et naturellement c'est frustrant. Cependant, il est important de noter qu'il ne reste que 2 saisons et que de nombreuses batailles et événements critiques seront répartis entre elles. Pour le public qui voulait plus d'action, considérez les choses de cette façon. Les armées mettent du temps à se mobiliser à Westeros et la saison 2 a montré de manière importante les difficultés et les hésitations liées à la collecte de forces pour la guerre. C'est comme un échiquier où toutes les pièces doivent être disposées et déplacées vers le centre de l'échiquier. Les pièces doivent être mises à leur place de manière organique, mais une fois cela fait, le rythme s'accélère et elles commencent à se capturer. Toutes les armées de Westeros encerclent désormais les terres de la couronne et les conflans et elles n'ont d'autre choix que d'entrer en collision. L'incorporation du rêve d'Aegon a reçu un accueil mitigé. Il y a naturellement une frustration qui vient avec ça, comme si cela permettait une certaine connectivité entre les 2 émissions. C'est aussi juste un rappel que la fin de Game of Thrones, c'était horrible. Le final de la saison 2 est même allé jusqu'à montrer le rêve, l'arc de Daemon changeant à cause de cela. Il y a une certaine consternation quant à ce que la vision implique, mais cela semble passer à côté de l'essentiel. Comme l'a déclaré le showrunner Ryan Condal, nous n'essayons pas de faire une quelconque interprétation spécifique d'une prophétie qui n'a pas encore été révélée par son auteur. Montrer Daenerys dans la vision n'implique pas qu'elle était le prince qui fut promis dans Game of Thrones. Cela implique que la famille Targaryen, en particulier Aegon le Conquérant, se considère comme le sauveur qui doit régner. Ce genre d'importance prophétique devient alors un partisan majeur des guerres dans la Maison du Dragon, entraînant la mort de milliers d'innocents. C'est une valeur thématique très intéressante. Maintenant, il faut se poser la question, et s'ils avaient fait comme la saison 7 et 8 de Game of Thrones, quel aurait été ton avis? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.